Bonjour, écoutez, merci de venir pour ce talk sur 15 ans et alors le dessin. C'est vrai que j'ai proposé à Philippe Piguet de rassembler un certain nombre de personnes qui ont participé, chacune à leur façon, à ces 15 ans de dessin. Un artiste, Massinissa Selmani, qui s'exprime principalement avec le dessin, c'est bizarre. Émilie Bouvard, qui fait partie de notre comité de sélection depuis 3 ou 4 ans. Johanna Carrier, qui a lancé la revue Roven dédiée au dessin. Donc, en 15 ans, qu'est-ce qu'il y a eu ? Une revue de dessin qui n'existait pas. Et Marc Donadieu, qui nous a quittés pour la photo, mais qui a toujours été très attentif au dessin et qui a fait partie de notre comité aussi un certain nombre d'années. Et Philippe Piguet, qu'on ne présente plus, qui a été à mes côtés depuis le début des 15 ans et qui va pouvoir vous permettre de vous exprimer sur tout ce qui s'est passé en 15 ans, chacun à votre façon. Merci. Merci Christine et bravo pour cet anniversaire. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci donc chers intervenants et amis. Peut-être dans un premier temps comme ça revenir justement sur, à travers l'historique de ces 15 ans, revenir sur la façon dont le dessin a pris de la place sur cette scène artistique non seulement hexagonale, non seulement européenne, mais internationale, me semble-t-il en tout cas. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler de ce regain de visibilité. En quelque sorte, on pourrait s'interroger et se dire, mais est-ce que c'est le regard qui s'est reporté à nouveau sur le dessin, ou est-ce que ce sont les artistes qui y ont apporté une attention plus particulière, etc., développé certains éléments. Donc j'ai envie de peut-être commencer. Je vais vous poser une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient vu le premier dessin, le premier salon? Eh bien, ils ne sont que 2, parce qu'imaginez-vous que je ne l'avais pas vu. Mais ça, c'est comme ça. J'étais dans la montagne, dans les hauteurs, effectivement, très lointaines. Alors, est-ce que tu peux nous évoquer ce premier salon dans une sorte de comparaison avec ce qu'il est devenu? Ça n'a rien à voir. C'est comme si on évoquait le camping et un hôtel de luxe. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, le souvenir que j'ai de ce premier salon, qui était dans un immeuble, des beaux quartiers quand même, hein, un camping, pas des beaux quartiers. Ancien siège de la fédération de football. Oui, mais qui était rempli d'intentions fulgurantes, mais quand même relativement artisanales. Surtout, là où c'est important, c'est que le dessin dont on parle, c'est le dessin contemporain, fait plutôt au départ par des créateurs vivants. Et ça n'avait pas d'évidence, même vis-à-vis de galeries, de faire un stand qu'avec du dessin. Parce qu'il y a quand même aussi les notions économiques. Donc le pari était assez grand d'avoir des galeries suffisamment importantes, donc des galeries avec visibilité pour que les visiteurs, les acheteurs, les collectionneurs, les institutions viennent, et en même temps pour elles que économiquement ça soit rentable. Et pour moi, je pense que le frein, c'est pas la question de la création, l'œuvre des artistes, c'est la question de la rentabilité du stand, puisqu'on est dans le cadre d'une foire et pas d'une biennale. Ce qui est pour moi très important, il faut avoir le bon contexte pour avoir les bons critères de jugement. Donc c'était un pari absolument incroyable. Et à cette époque-là, il fallait le faire, il fallait le tenter, mais c'était loin d'être évident. Pas gagné, donc, apparemment. Alors, Johanna, à cette époque-là, la revue Roven, dont tu es la cofondatrice, tout en étant commissaire d'exposition indépendante, tu étais là, passionnée par le dessin déjà. À quel stade de ta connaissance du dessin t'avais poussé à aller voir ce premier salon du dessin contemporain, puisqu'il s'appelait ainsi à l'époque? Bonjour à tous. Et oui, en effet, moi
j'ai un intérêt pour le dessin, un intérêt personnel pour le dessin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a donc 15 ans, il y avait une grande dynamique, une grande vivacité dans la visibilité du dessin à Paris, et pas que, mais de manière très très forte à Paris. Et je pense que Christine Fall et les collaborateurs à l'époque ont évidemment senti ça et ont voulu prendre part à ça, et une part très importante compte tenu du développement de la foire par la suite. Alors c'est vrai que les 2 premières éditions se sont tenues dans des hôtels particuliers vides. C'était très précaire, et à partir de la 3e édition, donc en 2009, la démarche, je crois, a été un peu de pérenniser la foire et Alors, de trouver un lieu. Oui, mais historiquement, 2007, donc dans le 8e, 2008 dans le 9e, 2009 ici même. Oui, c'est ça. Ici et même. Encore avant les travaux. Avant les travaux, et encore dans un statut qui n'est pas celui. Itinérant. Voilà, statut d'itinérance. C'était pas dit du tout que ça reste ici, puisque d'ailleurs après, il y a eu beaucoup de changements, puisque c'est à ce moment-là que Karine Tissot est arrivée comme directrice, moi comme directeur artistique en 2010. Mais donc, nous, par rapport à ta question, oui, donc il y avait pour nous un intérêt pour le dessin, et beaucoup de dynamisme, comme je le disais, avec des galeries à l'époque qui étaient consacrées au dessin aussi. Donc le marché pour le dessin a fleuri vraiment à ce moment-là. Et nous, avec Roven, on a décidé de lancer la revue, avec Marine Pajas, on a décidé de lancer Roven en faisant ce constat-là, de cette grande visibilité, mais de peu d'attention critique, finalement. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé, et que ça s'est inscrit dans cette histoire. On a commencé il y a 14 ans à travailler, et le premier numéro en 2009. En 2009, ok. Émilie, qui est directrice scientifique à l'Institut Giacometti à Paris, si je ne me trompe pas de ton titre. Le dessin, je sais que toi, c'est quelque chose aussi que tu portes depuis très longtemps, une attention particulière. Et il me rappelle une exposition, il n'y a pas si longtemps que ça, à Montreuil, tout à fait remarquable. Oui, c'était en 2013. Non, oui, 2013, je crois. 2013 déjà. En fait, moi, je crois avoir vu le salon de 2009 ici. Et il faisait froid, très très froid. Tout le monde se rappelle. Je ne sais plus exactement, je ne me rappelle pas très bien quel premier salon Drawing No j'ai vu. En revanche, je me rappelle très bien à l'époque, j'étais encore en thèse, plus ou moins, ou étudiante, ou très jeune conservatrice, avec un intérêt pour le dessin, mais pour d'autres champs du dessin que je pourrais parler en parlant de cette exposition. Et je me rappelle que ce qu'on voyait au salon du dessin, c'était des dessins, on va en parler plus tard, qui étaient très différents de ce qu'on voit aujourd'hui. Je me souviens qu'on voyait des dessins très dessinés, où il y avait beaucoup de lignes, de tracés, beaucoup de personnages, des choses à la plume, des choses au crayon graphite, et des petits formats aussi. Il y a eu un changement de format au fur et à mesure du temps. Alors vous connaissez mieux que ça, vous saurez sûrement me citer des artistes qui pratiquaient d'autres types de choses très tôt. Mais à l'époque, quand on était en tout cas un peu extérieur, puisque j'étais plutôt en ce cas-là, sorte de public amateur, on voyait aussi beaucoup de dessins. Ce qui me frappait, c'est que moi j'y allais parce que j'étais présidente d'une association qui s'appelait Portrait, qui défendait la création émergente, une association de jeunes critiques. On faisait des partenariats avec Jeunes Créations et tout ça. Et on retrouvait au salon du dessin nos jeunes artistes émergents qui étaient les copains qu'on exposait ou sur lesquels on faisait les premiers textes. Donc c'était un salon où il y avait beaucoup de dessins. On va voir après si ce que mes collègues pensent de comment les choses ont évolué. Et on voyait beaucoup de jeunes artistes. Parce que c'est pas évident à Paris, je veux dire, il y avait salon de la jeune création, il y avait des foires comme Slick, des choses comme ça. Et le salon du dessin, c'était un des endroits où les voir. Et en effet, à l'époque, moi, j'avais pas du tout j'avais pas de vision particulière du dessin, sinon que j'en avais pas, justement. C'est-à-dire que malgré... je pense pas que... Bon, aujourd'hui, du côté de l'université, les thèses ou les études portant strictement sur le dessin au XXe siècle restaient assez rares. Mais on avait quand même intégré l'idée que c'était un médium indépendant. Enfin, voilà. Et à l'époque, j'avais fait cette exposition qui s'appelait « De la lenteur avant toute chose » à
avec ABCD Art Brut, avec cette idée d'une... Je crois que c'est l'année où Clément Bagot a eu le prix, je ne me rappelle plus très bien. 2013, oui, ça doit être à peu peut-être près par là. ça. Enfin bon, je me Peut-être trompe ça, d'année, mais... Si, si, Mais, oui, ça doit être pas loin et de ça. donc Clément Bagot, par exemple, était dans l'exposition, ainsi que d'autres artistes, Nicolas Aiello et Gaël Chotard, qui est là, avec nous. et d'autres, et qui se mélangeaient avec de l'art brut, avec une idée qu'on avait, et le dessin ne venait qu'en un second temps, avec l'idée de pratiques lentes et minutieuses, c'est-à-dire minutieuses du coup, en tout cas des pratiques lentes. Et finalement, entre créateurs d'art brut et artistes contemporains, la conséquence de ce point de départ pour l'exposition a été que c'était beaucoup des gens qui dessinaient. Et moi, ça m'a beaucoup aussi fait rentrer dans le monde du dessin, cette exposition, parce que finalement, on se sont retrouvés dans cette exposition des artistes qui étaient montrés à Drawing Now, des artistes qu'on suivait dans nos pérégrinations de jeunes commissaires, jeunes critiques d'art. Et puis des artistes, et ça je m'en suis rendu compte un peu après coup, qui faisaient du dessin de manière non conventionnelle, on va dire, qui avaient des pratiques d'all-over sur la page, un peu processuelles ou à protocole, qui avaient toutes sortes de pratiques qui recopiaient. Voilà. On va revenir sur ces pratiques et les protocoles. Massinissa, ton souvenir le plus ancien de salon du dessin ou de moins de Drawing Now, puisque à ce moment-là, ça devait s'appeler déjà Drawing Now. C'est quelle année, pour toi, la première fois? Moi, j'ai découvert le salon il y a peut-être vers 2015, quelque chose comme ça. Mais la première fois, oui, j'ai dû le faire en 2016. Et après, j'ai dû le faire avec ma galerie parisienne 2-3 fois. Mais pas tant que ça, en fait. Je suis un habitué sans vraiment l'être. Donc. Mais tu avais fait aussi un autre salon avant, hein, je crois bien. Oui, j'avais fait aussi... fait des dessins. Des dessins, oui. Pendant une édition ou deux. Ouais. C'était le premier salon dédié au dessin que j'ai fait. Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce que ça représente pour toi que d'être au salon du dessin à Drawing Now? Alors, en fait, moi, dans mon travail, au départ, j'ai jamais conçu le dessin comme une... de dire je suis un artiste de dessin qui fait que ça. Les choses s'installent un petit peu petit à petit, parce que pour moi, je faisais juste de l'art, point. Et le dessin, quand je me suis investi vraiment dedans, c'était aussi pour des questions purement pratiques, c'est-à-dire que ça permet d'être indépendant des moyens de production, de pouvoir travailler un peu partout, etc. Et ce qui m'a amené au dessin, dans sa forme contemporaine, enfin en tout cas comme c'est pratiqué là, c'était le dessin de presse, bizarrement, parce que je voulais d'abord être dessinateur de presse. Mais j'ai abandonné l'idée très vite, parce que c'est une logique quand même très, très particulière. Mais voilà, et donc, comme je disais, je n'ai pas vraiment envisagé la chose comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un salon dédié au dessin, et que finalement, il y avait toute une réflexion qui commençait à être portée sur ce médium. Oui, ça a une influence quand même sur moi, sur la manière aussi de penser du coup mon médium, parce que honnêtement, j'avais jamais vraiment intellectualisé cette question. Je faisais, point. Et petit à petit, ces questions-là arrivent dans le travail. Alors, on l'a entendu dans les mots notamment de Émilie Bouvard, c'est vrai que le dessin a connu des développements considérables depuis une quinzaine d'années, et depuis justement que cette dynamique de salon a été mise en place, il faut bien dire que Drawing Now a été un peu le lanceur en quelque sorte d'alerte de cet intérêt-là. Donc ce que je voudrais qu'on creuse et qu'on s'interroge un peu à la façon dont ce dessin prend forme, prend matériaux, se développe dans des protocoles. Peut-être j'ai envie de demander à Johanna, puisque tu disais, Johanna, que la première revue, donc, c'est 2009, la création de Roven. Qu'est-ce qui vous a conduit, Marine Pagès et toi, à créer cette revue? De quel ordre de nécessité cela ressortit cette idée? Alors c'est parce que on est toutes les deux
on aime beaucoup le dessin. Moi, j'ai une formation d'historienne de l'art. Et Marine, elle est artiste. Elle pratique elle-même le dessin et le volume, mais beaucoup le dessin. Et on faisait donc ce constat que le dessin faisait bénéficier donc du salon, de galeries spécialisées à Paris, d'expositions, mais qu'il n'y avait donc pas de spécificité critique, de support critique spécifique pour le dessin, et finalement peu d'attention dans les revues, les magazines qu'on pouvait lire, alors qu'il y avait cette belle dynamique et qu'il y a une transversalité du dessin qui permet de parler de l'ensemble d'un travail, que ce soit un travail, que ce soit des travaux d'artistes qui font uniquement du dessin ou pas. Et en fait, ça nous manquait d'avoir un support critique. Et on s'est lancé dans l'aventure en se disant ça n'existe pas, ça nous manque, faisons-le. Voilà le point de départ. On n'avait pas d'expérience plus que ça dans l'édition. Moi, je travaillais en galerie à l'époque. Marine enseignait déjà aux Beaux-Arts. Et très vite, on a lancé le projet. Et donc, le premier numéro est sorti en 2009, à raison d'une périodicité de 2 par an à l'époque. Et puis maintenant, c'est 1 numéro par an. Et du coup, c'est vraiment... Alors, il y avait pas de revue critique à l'époque, mais il y avait beaucoup d'éditions de dessins. Mais c'était plutôt de la micro-édition, des revues créées et menées par des artistes qui étaient apériodiques, donc qui sortaient à la faveur de leur budget. De l'ordre du fanzine ou imprimé de manière plus conséquente, mais qui se vendait de la main à la main, qui se passait entre artistes. Et ça depuis les années 80. Et c'est quelque chose d'assez spécifique. Alors, je pense que ça se retrouve dans chaque pays, mais c'est quelque chose de très important en France. Et c'est vrai que Roven vient de ça aussi, de toute cette histoire qui existe et qui perdure. Hein. Je peux citer... De l'économie du livre d'artiste, par exemple ? Oui, alors c'est un peu à côté. C'est pas exactement le livre d'artiste, même si c'est mené par des artistes, mais c'est plutôt plusieurs artistes qui travaillent ensemble pour sortir des objets imprimés, des fanzines, des revues où ils publient leurs propres œuvres, mais beaucoup les œuvres d'autres artistes aussi, comme Rouge-Gorge par exemple, ou Frédéric Magazine. Qu'est-ce qui gouverne le choix dans le contenu de Roven ? C'est l'intérêt qu'on peut avoir pour des boulots, et c'est aussi ce qu'on voit comme évolution du dessin. Par exemple, le Roven numéro 10 qui est sorti en 2010-2011, qui est un numéro spécial sur la performance, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 12 ans. Il y a un moment, on a senti que cette question de la performance était très importante. On l'a senti, on l'a vu. On a vu des œuvres d'artistes, on en a constaté, on a vu des œuvres, que ce soit ici au salon ou ailleurs, en galerie, dans les ateliers, en rencontrant des artistes. Et donc, on a voulu rendre compte de ça. Et c'est vrai que c'est un numéro qui a été très important parce qu'il a marqué, je pense qu'il a marqué quelque chose pour les gens qui s'intéressent au dessin. Il a fait état de quelque chose qui existait déjà évidemment, mais il a posé en fait cet état. Et c'est vrai que il y a 3 ans, l'exposition ici à Drawing Now, c'était sur la performance, et on a retrouvé beaucoup d'artistes que Johanna Neves avait faites, et on a retrouvé beaucoup d'artistes qui étaient déjà dans ce numéro de Roven. Et donc pour revenir un peu sur qu'est-ce qui a pu évoluer aussi en 15 ans dans le dessin, ces questions d'explosion en fait du dessin en dehors de la feuille, ça c'est devenu vraiment très, très important, très visible et très largement pratiqué par les artistes. C'est quelque chose qui a toujours existé, évidemment, mais que ce soit du côté de la performance ou que ce soit du côté du son. Par exemple, le dessin et le son, depuis 15 ans, on a vraiment vu ces pratiques se développer et le dessin sortir de la feuille, et pas seulement sous la forme du dessin mural, par exemple, ou processuel. En gagnant l'espace aussi. Marc, toi, ton expérience, elle est
elle est double, la tienne, puisque tu as d'abord été dans la critique. Et après, tu as été dans l'institution. Oui. On peut le dire comme ça, Oui. non? Je ne me trompe pas. Il me semble bien qu'à une époque, Non, non. nous étions dans des voyages de presse communs. Oui. Et tu travaillais pour des revues. Alors, par rapport au dessin, comment toi, tu as vu justement dans ce double statut que tu as, même si peut-être tu considères que finalement, c'est un peu la même famille, en tout cas, comment tu as vu, toi, cette évolution? Qu'est-ce qui t'a frappé? Et est-ce que, outre le dessin qui sort de la feuille, est-ce que... avec les technologies nouvelles, par exemple, tu as repéré des éléments qui ont transformé, je dirais, la nature première du dessin. Alors, moi, j'ai commencé, je suis complètement autodidacte. Hein. J'ai pas fait de thèse, j'ai pas de diplôme d'histoire de l'art, et j'ai juste une passion pour la création contemporaine. Et quand j'ai commencé à la fin des années 70, c'était une génération où il y avait énormément de pratiques de dessin. C'était Titus Carmel, c'était Gafgun, c'était le retour de Martial Reyes avec des dessins, c'était les premiers Boltanski, les premiers Annette Messager. Dessins sur la feuille. Klosowski. Dessins Oui, mais sur quand, par exemple, je rencontrais Annette Messager chez Anne et Patrick Poirier qui faisait du dessin archéologique, par exemple, qui faisait donc un travail sur papier. De moulage, d'empreintes, ouais. de recueil, d'herbiers, etc. Donc c'était une époque où les dessins étaient déjà multiples. On avait les grands dessins Klosowski, comme on peut avoir des tout petits dessins, comme les images modèles d'Annette Messager. Donc du coup, pour moi, quand j'ai commencé dans l'art, le dessin faisait partie de l'avant-garde. Voilà. Donc je ne me suis jamais posé la question du pour moi, il avait sa légitimité. Le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou, à l'intérieur du Musée national de l'art moderne, s'est créé très très tôt. Oui, c'est vrai. Donc, on avait dans ce musée, donc moi j'ai fait l'inauguration du musée, pas le jour de l'inauguration, mais l'année de l'inauguration, et il y avait un cabinet d'art graphique et qui n'était pas dédié à la collection, mais dédié aussi à des personnes extérieures. Ça n'était pas la collection. Il y a eu la collection d'art graphique avec des catalogues absolument magistraux, mais il y avait aussi des invités. Voilà. Et quand c'est plutôt pas au niveau de la critique, où j'ai pas forcément fait beaucoup de textes sur le dessin dans cette période-là. C'est vrai qu'avant, je suis rentré dans l'institution en même temps que j'étais critique d'art à l'Institut français d'architecture. Et à l'Institut français d'architecture, évidemment, la dimension qui est mon domaine de départ avec la photographie, l'architecture, ça se dessine avant d'être créé. Donc là encore, je baignais dans du dessin, mais dans du dessin où on peinait quand même à le considérer comme une expression en soi. Un dessin d'architecte, par exemple, n'a jamais été légitime en tant qu'un dessin en soi, alors même qu'on a exposé Guéry, Nouvel, Porzampar, enfin des grands figures. C'est quand je suis rentré au Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie, on a décidé de faire une collection de dessins. Et là, j'ai fait cette collection avec des jeunes artistes d'une génération complètement nouvelle, mais en achetant aussi des références comme Gautam Bruce, comme Nancy Spero, comme Kiki Smith, des personnes qui avaient presque... Nancy Spero, elle a quasiment fait que du dessin. Enfin, voilà, même si elle a fait aussi des mosaïques, elle a fait une station de métro, etc. Et puis de la jeune génération, comme Jean-Luc Verdat, comme Jean-Jacques Rullier, comme Pierre Ardouvin, etc. J'avoue qu'on l'a fait d'abord parce que ça coûtait moins cher que des peintures. Et comme on avait des moyens limités... C'était pas la spécificité non plus du frac. On a fait... Si, c'était une grande spécificité du frac avec le livre d'artiste. Je dis bien la spécificité, parce qu'il y avait un autre frac qui avait cette spécificité. Oui, qui était le frac Picardie et qui nous a bien aidés. J'allais dire, je pense qu'en France, en tout cas, le frac Picardie, qui lui, c'est hyper spécialisé, qui était une région limitrophe, et le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou, pour le dessin contemporain, ça a été extrêmement important pour donner une légitimité, comme quoi on pouvait constituer un fonds dédié au dessin dans une institution. Mais alors, tu faisais allusion dans tes premières paroles à une période déjà un peu lointaine, hein, t'en passes vite, fin 70, début 80, effectivement, la présence du dessin. Mais tu semblais vouloir laisser entendre par là qu'en fait, le dessin a toujours été présent, ce que personnellement je crois. Mais, et que finalement, l'événement du Salon du dessin contemporain, Drawing Now, par la suite,
a été simplement une sorte de catalyseur? Oui, parce que je pense que dans les années, quand il y a eu par exemple le grand courant de la figuration narrative, je pense que la peinture qui avait besoin de légitimité a trusté le dessin. Moi, si je vois Blais, il voulait absolument s'affirmer comme peintre. On pourrait légitimement dire que tout Blais, c'est du dessin. Robert Combat, on pourrait dire que c'est du dessin. On n'a jamais considéré aux États-Unis Keith Haring comme un dessinateur. On le considérait comme un peintre. Ça n'est que du dessin. Voir quelqu'un comme Basquiat. Il y a eu un amalgame dans cette donc je pense que le retour à la peinture. Le retour à la peinture a absorbé des pratiques dessinées comme peinture, comme acte de peinture, pour se redonner une force, une intensité qui était contenue dans le dessin. Et du coup, ça a été assez difficile, et c'est grâce aux artistes, parce que des artistes se sont revendiqués comme pratiquants de dessin, qu'on a pu le sortir du champ de la peinture. Voilà. Parce que la peinture l'avait absorbé. Émilie, quelle réaction aux paroles de Marc? Est-ce que ta perception du développement du dessin est différente? Comment tu peux en parler? Ma première réaction sur sur cette présence évidente du dessin dans l'histoire de l'art, dans les années 70, de tous les artistes que tu as cités est évidente. Je pense aussi que ça reflète des formations ou pas, puisque tu dis, Marc, tu es autodidacte. Mais il est vrai que dans les milieux, dans les musées, ça fait un certain temps qu'on ne considère plus le dessin comme une forme préparatoire. Je ne sais pas si cette pensée était entrée du côté du grand public. Parce qu'à l'inverse, quand on est amené de l'institution. Et de l'institution. Parce que quand on est amené à présenter des dessins, même d'artistes modernes, même d'artistes encore plus anciens qui traitaient déjà le dessin comme un médium autonome, on est amené à rappeler que non, ce ne sont pas des dessins préparatoires, oui, c'est un médium autonome, etc. etc. Ensuite, je n'ai pas une vision très claire, pour des raisons d'âge, de ce qui se passe dans les années 80-90. En revanche, moi, je suis arrivée à un moment dans ma vie professionnelle où on n'était pas censé peindre. La peinture avait un petit peu redisparu. Et, le regard sur la peinture était détourné. On ne parle pas du tout de ce qui existait, mais en tout cas de l'intérêt, de ce qui se passait dans les écoles d'art, où la peinture n'était pas encouragée. Où le dessin comme pratique était peut-être du coup, voilà, dans ce que tu décris, Marc, il y a eu peut-être une autre phase où on n'était pas, où l'un comme l'autre n'était pas forcément les pratiques qu'on mettait le plus en avant. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on était dans des pratiques plutôt objectales. Dans les salons, dans les expositions, les jeunes artistes faisaient beaucoup d'objets, voilà. J'ai vu plutôt le dessin revenir, peut-être avant la peinture. Si on peut parler de ces années 2010, 2012, 2013. Est-ce que c'est grâce à Drawing No, je ne veux pas lancer une fleur au salon, mais dans une pratique en tout cas de jeunes commissaires ou de jeunes étudiantes, ou voilà, on a revu des gens qui dessinaient, qui faisaient principalement du dessin, des jeunes artistes qui s'y intéressaient. Et la peinture est ensuite revenue. Alors voilà, l'exposition actuelle à la Fondation Ricard, par exemple, qui met en avant des peintresses, est quand même quelque chose qui n'aurait pas existé il y a 10 ans. Voilà. Donc c'est peut-être venu dans ce sens-là. Et je pensais en vous écoutant à un cas actuel qui est assez intéressant, qui est le cas de Françoise Petrovitch, qui, je pense, est intéressant parce qu'en ce moment, elle est très, très visible et elle a une très grande actualité. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de consensus public, voire curatorial, pour trouver un très grand intérêt à son travail plastique, avec des discussions peut-être. Et c'est quelqu'un qui a commencé par le dessin et qui a été, en quelque sorte, poussé, ou en tout cas encouragé, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, entre critiques, galeristes, commissaires, etc., à aller faire de la peinture. Donc si on est dans ce rapport-là, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les années 90, je ne l'ai pas bien vu arriver de 90-2005, mais en tout cas, c'est qu'il y ait un retour du dessin, que cette peinture soit revenue après coup, et puis surtout, et je pense que c'est quand même le plus intéressant de voir le dessin sortir complètement de ce rapport à la peinture surtout. Moi, c'est plutôt ça que j'ai vu. Exister à part entière. Oui, et puis s'intéresser à d'autres points. On a parlé de la performance. Là, on avait dans le comité de nominer Alice Anderson. Johanna a démontré
en fait, d'autres perméabilités entre le champ du dessin et d'autres médiums. Précisément, en termes de perméabilité, Massinissa, toi, tu pratiques un dessin, on le voit défiler à l'écran, qui en appelle en voilà un exemple parfait, puisque ça c'est ton intervention et cette magnifique pièce Souvenir du vide que tu avais présentée à la Biennale de Lyon en 2015 et qui, comme l'indique brièvement, elle a déjà disparu, qu'il y a, je crois, 42, si j'ai bonne mémoire de la légende, animations projetées. Ce rapport à la projection. Donc, on va dire au cinéma ou au cinéma d'animation, en tout cas, à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du statique, mais du dynamique, évidemment. Comment c'est advenu et comment tu le gères? Comment tu l'envisages? Est-ce que c'est pour régénérer le dessin comment tu peux nous en parler? En fait, au départ, le chemin vers ce genre de choses est souvent très simple. Par exemple, moi, ma culture cinématographique est vraiment mauvaise. Je ne peux pas dire que je connais beaucoup de choses en cinéma d'animation en profondeur. Je connais bien sûr quelques choses, mais souvent des choses qui m'intéressent pour des recherches formelles ou des choses comme ça. Mais ensuite, c'est surtout, je pense, c'est surtout le temps de l'atelier. Dans l'atelier, il se passe des choses. Et c'est lié aussi à la manière dont on travaille. C'est-à-dire que moi, depuis toujours, même quand j'étais aux Beaux-Arts, beaucoup de choses se sont faites par accident et l'animation est arrivée comme ça. C'est pas parce que j'avais prévu de la faire ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en travaillant sur une forme, je me suis dit le meilleur moyen pour arriver à tenir à ce que cette forme tienne, c'est que ces images soient en mouvement et c'est que ces dessins puissent bouger. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'animation. D'ailleurs, dans mes animations, c'est plutôt des dessins en mouvement plus que des films animés. C'est souvent des actions très courtes. Et l'autre dimension qui m'a amené vers ça, c'est que je parlais de dessin de presse tout à l'heure, parce que je suis très intéressé à la dimension de l'humour dans l'art aussi, et comment l'humour côtoie le tragique ou le tragique côtoie le comique. Et en fait, dans les animations, toi qui le connais très bien, elles sont souvent extrêmement courtes, ça dure que quelques secondes, et c'est souvent des actions très absurdes qui tournent en boucle, et c'est la boucle et cette durée de la boucle qui les fait basculer dans quelque chose de beaucoup plus tragique. Et donc, c'est ces mécanismes-là que je recherchais, plus de me dire je vais faire de l'animation ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, c'est surtout la recherche formelle qui aboutit à des choses, plutôt qu'une décision qui est comment dire, réfléchie ou consciente dès le départ. Je pense que c'est plutôt un cheminement. Et après, il y a des protocoles et des habitudes qui s'installent, bien entendu. Donc on ne verra jamais, on ne verra jamais, qui peut dire quoi, en tout cas pas pour l'instant, de films d'animation. J'ai essayé une fois. Je me suis dit que j'avais écrit un truc qui devait durer 5 minutes. Et en fait, c'est devenu plein de petites animations qui durent 5 secondes. Ouais. Mais parce que je ne sais pas faire quelque chose qui a un début et une fin, je ne sais pas faire. J'ai du mal. Je n'ai jamais réussi à faire... Et le numérique ne t'a jamais tenté? Je suis informaticien de formation, donc oui, j'ai tapé du code pendant un moment, mais je préfère dessiner. C'est quoi ça? C'est une réplique. C'est un contrepoint au danger de. Non, j'ai fait ça. De la désincarnation du dessin. Je devais faire une carrière en tapant du code pour des bases de données, mais bon, j'ai toujours dessiné, je préfère ça. Mais non, j'ai essayé de faire de l'animation en numérique. Maintenant, il y a des tablettes, etc., qui sont vraiment très bien faites. On peut obtenir des textures absolument dingues. Mais la seule chose qui manque, c'est vraiment la notion d'accident qui est dans l'atelier, la manipulation des choses. Après, je ne suis pas non plus réfractaire à ça, en fait, mais c'est juste des habitudes de travail. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me sert vraiment dans mon travail. Je m'en sers pour des raisons... Ça m'est arrivé de l'utiliser, mais pour des raisons purement pratiques ou techniques, pour résoudre des trucs techniques, mais c'est assez rare. Alors, on observe... dans l'évolution de Drawing Now, d'abord Salon du dessin contemporain, puis Drawing Now Paris, puis Drawing Now Art Fair, tout cela c'est des histoires de nomination, c'est pas fondamental en soi.
on observe une chose, et je voudrais que vous réagissiez, c'est que il y a quelques années, on avait à peu près régulièrement une salle obscure dans laquelle on projetait des films d'animation, donc du dessin numérique. Et là, force est de constater que ça n'est pas le cas et que ça n'est plus le cas. Est-ce que l'un d'entre vous peut intervenir par rapport à cette problématique du dessin numérique? Marc, peut-être? Je pense que globalement, la vidéo a tendance à s'effacer de tous les salons, et pas spécialement. Je pense que il n'y a pas une différence entre vidéo et dessin je pense que l'idée de faire des salles obscures en projection, on est plutôt dans une phase de reflux, voilà, global. Donc forcément, notre salon, celui-ci, en est le reflet. Mais voilà, non, je pense que c'est simplement ça. Oui. Je pense que dans l'art et les salons sont un symptôme de quelque chose qui se passe. Tout est sur une forme de cycle et de vague. Émilie? Non, là, ce dont je me rends pas forcément bien compte, c'est si ça disparaît du salon pour des raisons, ou si ça disparaît de la création, parce que ça peut disparaître du salon pour des raisons parfois un peu commerciales aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. En revanche, des artistes qui pratiquent la vidéo avec le dessin, bon, nous, il y avait un moment, enfin, vous en connaissez certainement plein. Voilà, on en voit. Hein, on avait vu Nicolas Aiello à l'époque aussi. Comment s'appelle-t-elle? Bon, ça va en revenir. Enfin, on a des. Mais c'est vrai que c'est pas dominant. Enfin, j'en croise pas souvent dans mes visites. Dans la revue Roven, comment c'est traité le dessin numérique? Alors c'est traité, pas pour le dessin numérique, mais c'est traité dans le cadre des pratiques d'artistes qui peuvent utiliser l'outil numérique. Et je pense que, moi mon sentiment c'est plutôt que ça n'est pas présent au salon. Mais ça existe, et ça existe dans les pratiques et ça existe dans les expositions. Et que ce soit du dessin numérique pur, d'animation mais utilisé dans le cadre d'une pratique contemporaine, ou que ce soit du dessin sur film. Cette année, il n'y en a pas. Je pense que c'est moins facile pour un salon, c'est moins facile à acheter. Oui, voilà, tout simplement, comme le disait évidemment Émilie. Surtout dans la période, là, cette année, post-Covid, guerre en Ukraine, je pense que c'est... Les risques, les galeries prennent certainement moins facilement ces risques-là. Mais je me souviens de la dernière édition ici, donc en 2019, sur le stand de la galerie In Situ, il y avait ce trio d'artistes iraniens, ouais, c'est ça. Hein. Eux, ils font du dessin sur des images de guerre notamment, et ils dessinent sur les films. Bon, c'est des pratiques qui existent et qui continuent à exister. Je pense que c'est rentré comme un outil, au même titre que d'autres outils, que ce soit, on parlait de la performance, on parlait du son tout à l'heure, comme le wall drawing, etc. Je pense que c'est plutôt, c'est un peu, disons, banalisé en fait, en tant qu'outil des artistes qui pratiquent le dessin. Juste une remarque, en fait, la vidéo ou les dessins en mouvement ou les images en mouvement, c'est pas juste un projecteur qui projette ou c'est juste sur écran, c'est aussi intégré parfois dans des dispositifs, dans des formes beaucoup plus complexes, où c'est une seule pièce qui peut contenir à la fois du dessin, de la projection, etc. etc. Donc, et c'est pas seulement aussi des projections dans des salles noires. Par exemple, moi, mes animations, je projette jamais dans le noir, jamais. C'est toujours dans des ambiances qui, en fait, elles ont le même statut que le reste, et je veux pas isoler parce qu'après, ça dépend des pratiques de chacun. C'est pour ne pas l'inclure dans le cinématographe? Non, mais c'est parce que moi, je pense mon travail comme un flux, et ces choses-là sont liées, et pour des questions de mise en scène aussi, isoler me pose un souci. Et de le mettre dans le noir, je trouve que je parle bien entendu de mon travail, je trouve que ça sacralise trop. Et l'idée, justement, c'est un peu de donner un peu plus de légèreté. Après, comme j'ai dit, voilà, c'était juste pour dire que c'est pas juste des choses qui sont projetées, mais c'est des formes complexes. Et je pense qu'aussi, il y a des questions liées au marché aussi, où c'est beaucoup plus difficile en foire notamment de mettre de la vidéo, puis aussi
dans la configuration de stand comme ça, il y a des choses qui sont difficilement montrables aussi. C'est-à-dire que le contexte ne s'y prête pas. Marc ? Mais je pense qu'il y a aussi plus de foires dédiées. Il y a une foire à Nice, il y a une foire à Lille, etc. Il y a des foires maintenant qui sont dédiées à la vidéo, à l'image d'animation, enfin, voilà, à tout ce processus de mise en mouvement des choses, et des médiums, et des expressions, et des pratiques. Donc évidemment, je pense que les galeries ciblent là où elles ont envie de montrer telle et telle chose, tel et tel artiste, ou telle pratique à l'intérieur du corpus d'une artiste. Donc elles vont plutôt aller dans un salon dédié, à Barcelone, etc. Donc, que dans un salon plus généraliste, puisque Droguenao est quand même très généraliste. On pourrait parler de beaucoup de débats qu'on a eu à faire entrer certaines pratiques de dessin ou des pratiques d'artistes qu'on a considérées comme des pratiques de dessin alors que ce n'était pas évident au départ. Donc c'est un salon généraliste qui entre en concurrence dans les choix des galeristes par rapport à des salons plus dédiés. Émilie ? C'est un salon généraliste, mais pour le CIE depuis 3-4 ans, comme membre du comité, l'avoir vu avant, c'est aussi un salon qui reste quand même assez attaché au papier. Pour le dire un peu, ce qui veut dire, de toute façon, je ne veux pas dire par la classique, qui reste papier ou au mur, ou au enfin, il y a eu d'autres, il y a du papier qui peut être très très grand, mais c'est un salon qui reste attaché à la matière, à la présence physique de l'objet. On le sent bien, c'est un plaisir qu'on a ici. Moi, en préparant un peu cette conférence, je me suis demandé qu'est-ce que je voyais comme grande tendance à Drawing Et en fait, je trouve que c'est des tendances qui sont très sensuelles ou sensualistes. Il y a une tendance comme celle que représente Karine Rougier, avec un goût pour la narration, des personnages, de la couleur, beaucoup d'aquarelle. L'aquarelle est devenue très répandue maintenant, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on voyait il y a quelques années. Et puis, il y a tout le travail sur le graphique, le crayon graphique, la ligne, il y a beaucoup moins de pierre noire, par exemple, à l'époque. Des choses comme ça. Et puis, pour ce qui est des formes abstraites, on est plus dans du processuel, de la performance, etc., qui engage encore le corps, en fait. Donc, c'est pour moi, le dessin, je le perçois sur Drawing comme une grande attention quand même au papier, au corps, au rapport du corps à la feuille, même si ça s'entend dans l'espace, dans la performance, etc. D'où aussi peut-être la question de ces pratiques vidéo qui sont moins présentes, parce que c'est aussi des pratiques plus distanciées, il me semble, aussi intéressantes, mais qui ne mettent pas en jeu les mêmes ressentis. En termes de rapport sensitif à l'art, de sensibilité, qui sont quand même des questions qui nous importent beaucoup ici, Drawing est dans une, je trouve, la sélection des membres du comité peut-être aussi va dans ce sens-là, vers un choix d'un dessin qui, à certains égards, est quand même... parle beaucoup au sens voilà, et ça l'empêche, qui peut être très conceptuel, très intellectuel, très protocole, mais en tout cas où la question de la matière, alors même que le dessin est on sait le médium le plus léger qui soit par rapport aux autres catégories traditionnelles de l'art, est très présente. Et il me semble à t'écouter qu'effectivement le comité de sélection dans sa constitution est plus homogène que par le passé. Il y avait d'éléments qui étaient un peu en rupture. Peut-être. Moi, je suis très frappée, par exemple, par les pratiques hyper réalistes aussi. Toutes les représentations très minutieuses de peau, de paysages, de feuilles, d'herbiers. Donc là, de mise en jeu du corps de soi sur la feuille, peut-être un effet d'époque aussi, comme on le disait tout à l'heure. Alors d'époque en France, peut-être. J'ai pas assez, non, mais toutes les tragédies qu'on vient de traverser, qui vrai, recalent un peu les choses. Ouais. Mais depuis que je suis dans le comité, je trouve que c'est une tendance lourde. Et ça fait 3-4 ans. Donc c'était même avant le Covid. Moi, je me souviens de grands débats sur le travail de Gaël Chotard. Est-ce que c'est du dessin ou pas? Ou Catherine Bock. Oui, c'est vrai, c'était des débats. Oui, c'était des débats. Ce sont des débats rentrés maintenant. Oui, mais le temps a fait son œuvre. L'objet de discussion, est-ce que c'est du dessin, de la sculpture, de l'objet, etc. Est-ce qu'on peut le faire rentrer? On a fait rentrer. Alors, on a fait rentrer, notre plus grand plaisir. Hein. Absolument. Et c'est la question de la réception. Tout à l'heure, tu parlais de la création, justement, de Rovenne, parce qu'il n'y avait pas de réception critique, en quelque sorte. Toi, Rovenne, quelle est la cible de Rovenne ?
Alors, notre lectorat, des gens qui s'intéressent à l'art de manière générale. Et dans tes abonnements, est-ce que tu as une indication comme ça? Alors, il y a beaucoup d'écoles d'art. Beaucoup d'écoles d'art. Ouais, c'est vraiment un outil. C'est un outil pour les étudiants et les profs. Les Rovens en école d'art sont tout le temps empruntés. Je reste rarement à la bibliothèque, en particulier le numéro sur la performance. Ouais. Et puis, c'est des gens qui s'intéressent à l'art contemporain, parce que c'est cette capacité du dessin à être complètement transversale. Et on a une volonté aussi dans Rovens de parler de dessin, mais aussi d'artistes qui font aussi autre chose, mais qui ont une pratique du dessin, ou dont le dessin, ou les outils de pensée du dessin entrent dans la pratique, qui peut être de la photographie, de la vidéo. Donc, je pense que c'est vraiment des gens qui aiment l'art, et pas que des amateurs de dessin, mais les gens qui viennent au salon sont des gens qui aiment l'art avant tout. On a une spécificité du dessin, mais on fait... Alors, tu disais tout à l'heure, un numéro par an, oui. Alors qu'il y en avait 2 avant. Oui. C'est des difficultés économiques, c'est des difficultés de mettre en place un numéro, parce que c'est des numéros expressément qualitatifs, donc c'est un long travail. C'est surtout par manque de temps. Parce qu'on a, alors c'est lié à ce qui peut être des difficultés économiques. En fait, on est 2 à mener Rovens, donc Marine Pagès et moi-même. On travaille avec une graphiste, évidemment, mais on est entièrement bénévole, et c'est énormément de travail pour le faire et le faire bien. Donc on s'est rendu compte à un moment qu'on n'arrivait plus, on pourrait plus suivre le rythme de 2 par an, juste pour le travail sur les textes. On travaille beaucoup sur les textes avec les auteurs et les autrices. On s'occupe de toute l'icono, on monte la maquette avec la graphiste. Donc il y a ce côté vraiment de temps. Et aussi pour garder, pour nous laisser le temps de la recherche aussi, pour garder un contenu vraiment riche, construit et pensé. Il faut voir beaucoup d'expos, faire des visites d'ateliers, rencontrer des artistes, rencontrer des autrices, des auteurs. Et tout ça, ça prend évidemment beaucoup de temps. Et il y a à un moment une réalité qui nous a rattrapés. Alors, si on avait plus de moyens, ce serait différent, certainement. Mais dans notre fonctionnement très low-tech pour un objet qui est comme très professionnel, mais entre nous, on travaille chez nous, voilà, on a dû réduire. Distribution par abonnement ou en ligne? Alors, aussi? Par abonnement, en ligne, on a une boutique en ligne, et puis en librairie, distribuée par les Presses du Réel. D'accord. Émilie, tu es à la direction scientifique de l'Institut Giacometti. Comment cet institut peut-il opérer par rapport au dessin contemporain? Alors, pour préciser, il y a la Fondation Giacometti. Donc moi, je suis directrice scientifique de la Fondation. Et l'Institut est notre lieu d'exposition. Donc effectivement, je suis aussi les projets de l'Institut, où il y a aussi une direction artistique qui était faite jusqu'à récemment par Christian Alandette. Nous, à la Fondation Giacometti, pour parler globalement et de la politique de l'Institut, on a un cabinet d'art graphique. Il y a quelque chose d'un peu géographique. On parlait on n'est pas le Centre Pompidou, mais on a notre petit cabinet d'art graphique, parce que le dessin impose des conditions de monstration et d'exposition particulières, même si on peut être assez souple et si on est dans des rapports de conservation, voilà. Mais on le sait que c'est aussi pour nous. On ne met pas un dessin au milieu d'une salle à 500 luxe. Cabinet d'art graphique exclusivement giacomettesque. Non, alors voilà. Donc, comme on invite un artiste contemporain par an, d'une certaine manière, l'artiste est amené ou encouragé à confronter son dessin, une pratique graphique, à celle de Giacometti. C'est presque je ne l'ai jamais pensé comme ça, mais c'est quasiment un prérequis de chaque exposition, puisque ce cabinet d'art graphique, à moins d'en changer complètement la destination, mais ce n'est pas notre idée. Donc là, par exemple, pour ce qui est de Douglas Gordon en ce moment, Douglas Gordon a déjà choisi, donc il a eu un rôle curatorial dans l'expo, il a choisi des dessins de Giacometti sur des séries noires, qui étaient donc des dessins inédits. L'idée, c'est aussi de montrer des inédits. Ce qui montre bien une pratique graphique
c'est pas du tout les Giacometti auxquels on s'attend. On a des séries noires, des livres sur lesquels Giacometti dessine des têtes, des corps, en lisant probablement le série noire, soit dans sa chambre, soit dans le train, en allant à Stampa. Donc une pratique très très vivante, très quotidienne du dessin. Et lui a choisi, en regard de ça, de mettre ses yeux découpés, qui sont graphiques. En tout cas, c'est du papier, c'est du collage, disons. Et puis, mais il y a beaucoup de collages au Salon du Dessin. Enfin, Oui. ça fait partie tout à fait, le stand de la Galerie Maubert, Isabelle Ferreira, ou comment ça s'appelle, Claire prix de Fautignon. Roinao 2022. Voilà, donc le collage fait tout à fait partie de l'affaire. Et puis, on a montré des dessins anciens récemment, du coup, de Barbara Chaise-Ribou, qui était une artiste qui était un peu passée en dessous des radars. Et donc, c'était l'occasion de présenter des dessins, et c'est une pratique de dessin très variée. Voilà. Donc, on est un peu amené comme ça. Et pour qui a vu l'exposition Annette Messager, évidemment, le cabinet d'art graphique était au cœur de tout le dispositif, puisque c'était dans le cabinet d'art graphique qu'Annette Messager présentait le fait qu'elle allait travailler autour d'idées de chambre, et de jouer sur l'idée de chambre, puisqu'elle s'appelle Annette, comme la veuve de Giacometti Annette. Et elle a fait toute une installation autour de correspondances, de textes, de carnets, pour créer toute la confusion, en fait. Donc le cabinet graphique était au cœur du système. Ce qui démontre bien, en effet, ce que disait Marc tout à l'heure, l'évidence du dessin pour la création contemporaine depuis fort longtemps. Et pour nous, l'évidence à chaque exposition d'amener ou de proposer à l'artiste d'investir ce lieu du côté du dessin. D'accord. Et toi, Marc, musée de l'Élysée à Lausanne, qui est un musée de photographie, que je sache. Alors, c'est un musée dédié aux photographes, justement. Ça, c'était un changement que j'ai voulu apporter. Au départ, le musée de l'Élysée est né en 85 et il était beaucoup sur des pratiques de photoreportage, notamment dans son programme d'exposition, moins dans la collection, puisque c'est l'existence du musée part d'une collection 19e. Mais dans le programme d'exposition, c'était beaucoup du photoreportage. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'ai un peu changé la donne en disant, et je pense que les pratiques féministes et les discours féministes ne sont pas loin, qu'on n'est pas photographe, on le devient, et que chaque photographe choisit sa façon d'être photographe et de faire son métier de photographe, ne serait-ce que parce que la photographie, alors c'est aussi parce que je suis autodidacte, la photographie, quand elle est née, c'est le seul médium pour lequel l'État français a acheté le brevet et l'a donné au monde. Voilà. Donc tout le monde a pu devenir photographe, moyennant comprendre une méthodologie technique. Donc des enfants, des femmes, des gens de toute classe sociale. À partir du moment où il y avait en effet un minimum de savoir technologique et d'argent, tout le monde faisait de la photographie. Et donc après, il y a eu des pratiques spécifiques, avoir un studio de portrait, devenir photoreporter, etc. Et notamment dans une exposition qui était une rétrospective René Bury, photographe de l'agence Magnum, photographe suisse de l'agence Magnum. Il y avait eu plusieurs rétrospectives qui avaient mis en avant son œuvre photographique et les icônes. Et nous, on a tout le fond de René Bury. Donc, et on a beaucoup accentué sur le fait que quand on veut accueillir tout le fond d'un photographe entier dans toutes ses pratiques. Et dans le fond, René Bury, et si on étudie sa biographie, c'est quelqu'un qui a commencé à faire... Il voulait être cinéaste. À Zurich, il n'a pas fait une école de photographie ni des beaux-arts, mais une école d'art appliqué, avec beaucoup de profs qui venaient du Bauhaus, des enseignants juifs réfugiés en Suisse. Il a appris la maquette, la typographie et à faire des maquettes de livres. Et il faisait de dessins, pas simplement des dessins de maquettes, donc des dessins d'élaboration pour les livres. Il adore les livres. Et il faisait une pratique de dessin. Et quand on a fait la rétrospective, on a tout montré. On a montré les films, on a montré ses dessins d'étudiants, on a montré des maquettes de livres et on a montré cette pratique dessinée. Et ça n'a posé de problème à personne. Et je pense que ça, c'est ça qui est nouveau. C'est que dire qu'un photographe dessine, ou même dans le salon, voir par exemple une pratique comme celle de Justin Weiler ou de Nicolas Dervillers, dont
demander. Il y a 10 ans, on se serait posé la question, est-ce que Justin Weller, parce que c'est la projection d'encre sur un support transparent, on aurait plutôt dit, ah oui, mais c'est de la peinture, ou c'est proche de la photographie, comme Nicolas, on se serait interrogé. Maintenant, ça va de soi. Voilà. Et je pense que ça va de soi de montrer maintenant la pratique de dessin pour un photographe, mais il y a beaucoup, je dirais, Henri Cartier-Bresson dessinait aussi. Oui, bien sûr. Et il y a ce qui a évolué, je pense que ce qui correspond à notre époque, c'est justement que tout peut être déhiérarchisé à partir du moment où c'est pertinent à comprendre l'œuvre d'un créateur. Et les photographes sont des créateurs en soi. La déhiérarchisation du dessin, il me semble bien, Massinissa, que tu t'y prêtes avec passion. Et alors, je relève un mot que Marc vient de dire au début. Il dit on ne naît pas photographe, on le devient. On ne naît pas dessinateur, on le devient. Oula, vous avez 4 heures. Non, je sais pas. Moi, j'ai toujours dessiné depuis que j'étais petit, donc c'était clair dans ma tête que je voulais faire ça plus tard. Donc, j'ai pu le faire. Donc, voilà, mais je sais pas. Et alors, une question peut-être par rapport à cette réception. Nous en parlions en amont de cette table ronde. La réception critique de ton propre travail. Tu me disais que tu étais un peu frappé par le fait que, en fait, la cible, je dirais, n'était pas toujours bien visée. Ben, en fait, alors, c'est une lecture tout à fait personnelle, donc j'en fais pas non plus une généralité, mais ce qui me frappe souvent, enfin en tout cas en ce moment, c'est que parfois on s'attarde un peu trop sur les sujets des expositions, en tout cas dans des comptes rendus ou des choses comme ça. Parfois, il y a comment dire, écrire sur cette partie formelle me manque énormément. C'est-à-dire quand des artistes font des expositions où il y a un parti formel extrêmement fort, parfois ça passe totalement à côté. On passe totalement à côté dans l'analyse ou dans le compte rendu. C'est-à-dire qu'on est, alors c'est peut-être l'époque qui veut ça, on veut toujours un récit, on veut toujours une histoire. Alors que, enfin après moi c'est un point de vue que je défends. En tant qu'artiste, bien sûr, on est intéressé par ce qui nous entoure, par ce qui nous fait, etc. Mais le temps de l'atelier pour moi est vraiment important parce que c'est d'abord mon métier. On n'est pas là pour faire le boulot d'un autre. Je suis pas là. Après, je parle encore une fois pour une position personnelle. Moi, je le revendique vraiment. C'est-à-dire je suis ni historien, ni machin, je suis artiste et je veux faire mon travail en tant qu'artiste. Et mon travail en tant qu'artiste, c'est d'abord de faire des formes. Et ce qui m'occupe à l'atelier, c'est d'abord ce travail de dessin et toutes les solutions. Moi, j'adore ce mot. D'ailleurs, moi, quand je parle de mon travail, je parle de forme dessinée. Et j'adore utiliser le mot de solution graphique ou de solution formelle, enfin plutôt solution graphique. C'est pas l'informaticien derrière qui cause ? Oui, peut-être. Il y a un côté un peu rationnel qui surgit de temps en temps. Donc c'est ça, il y a ces choses-là qui parfois me frappent. Et ça m'est arrivé, c'est vrai, dans des discussions où j'ai l'impression que ce qu'on attend de moi, c'est de raconter une histoire. Alors que tout le chemin, parce que pour moi, ce qui est le plus important en tant qu'artiste, c'est pas ce qu'on raconte, mais c'est le chemin formel qui mène à ces formes-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met nous en place comme langage, comme forme, comme stratégie, pour évoquer quelque chose, pour dire quelque chose, parce que qu'on travaille sur un sujet historique ou, enfin, peu importe ce que c'est. Ça me fait penser à une phrase, juste pour finir, je crois que c'est dans le dernier livre de Nicolas Bourriaud, il parlait d'une phrase de Walter Benjamin où il disait que l'art, je crois que c'est la possible apparition d'un lointain. Je trouve ça absolument magnifique et je pense que c'est ça. Émilie, tu voulais intervenir à un moment. Non, c'était pour résumer, comme disait Roy Lichtenstein, qui avait un certain sens du graphisme, l'important c'est la forme. L'important, c'est la forme. Mais le dessin s'y prête peut-être particulièrement. En fait. Oui, bien sûr, pas à tout le monde. Moi, si je peux me permettre, c'est parce que pour nous, en tant que critique, c'est la chose la plus difficile à écrire. C'est pour ça que j'aime bien les formes d'entretien, parce que pour parler de ce processus qui se passe dans l'atelier, ce cheminement, les doutes, les solutions,
nous, on ne peut pas le dire pour vous, parce que c'est quelque chose de tellement complexe, parce qu'on serait obligé de se mettre dans votre peau pour être au plus juste, et on ne pourra jamais être vous. Et Giacometti, justement, est un bon exemple, parce qu'il n'arrête pas de faire des ellipses, et il n'en parle quasiment jamais réellement de qu'est-ce qui se passe quand il fait sa sculpture, sa putain de sculpture qu'il n'arrive pas à faire. C'est super dur. Non, et c'est pas un hasard si au début, en tout cas quand il était vivant, c'était surtout des poètes qui écrivaient sur lui. Mais c'est vrai qu'en tant qu'historien de l'art et critique, moi je regrette que parfois on ne se plie pas davantage à cet exercice qu'on apprend quand on est professeur et qu'on enseigne à des étudiants en art ou en histoire de l'art, qui est l'exercice de la description. L'analyse formelle. Parce que, au moins d'écrire, analyser formellement. Après, on entre déjà dans une analyse de composition, etc. Mais au moins d'écrire faire l'ekphrasis, quoi, d'écrire l'objet, d'écrire la couleur, d'écrire la forme, et être amené à en tirer ensuite un autre point. Enfin, ça, c'est un peu un autre sujet. Alors, je ne sais pas aussi si c'est quelque chose. C'est bon. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui est ancré dans... Moi, quand j'étais étudiant, j'étais frappé quand j'arrive... En fait, quand on arrive comme ça dans une école d'art, on reprend un peu la terminologie de tout le monde, on est dans un moule, un peu après, on en a marre, on essaie un peu de s'en extirper. Mais par exemple, ce qui me frappe, j'ai fait aussi quelques ateliers avec des étudiants pour des préparations de diplômes, des choses comme ça. Et souvent, ils commencent par « je travaille sur ». Ouais, et je dis, mais d'accord, mais qu'est-ce que... Et c'est pour ça, moi, des fois, dans des entretiens ou autres, quand on me dit, vous travaillez sur quoi, je leur dis, je dessine. Et donc, je pense que ça remplace aussi, pour revenir encore une fois à l'atelier ou à ce qui est le cœur de notre travail. Et pour nous, dans l'écriture, essayer de le moins interpréter possible. Ah oui. Et ça, c'est super dur de ne pas interpréter. Et alors, peut-être c'est une école française et pas anglo-saxonne de ne pas... Et c'est vrai qu'on a perdu l'idée de simplement décrire la chose que l'on voit sans l'interpréter. Johanna Roven interprète ou décrit? Fait certainement un peu des deux, mais c'est vrai que je vous rejoins tous dans ces propos-là. C'est vrai que parler de ce qui se joue dans une œuvre, au niveau technique, au niveau de ce qu'on y voit, avant de raconter l'histoire, c'est quelque chose auquel on est très attentive, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les textes avec les autrices, les auteurs, et qu'il y a aussi beaucoup d'entretiens dans Roven. On aime cette parole directe des artistes, et notamment des jeunes artistes. Il y a toujours un entretien dans chaque numéro avec... un ou une jeune artiste qui fait aussi la couverture, donc avec une visibilité, qui est une belle visibilité qui est donnée. Et c'est important pour nous de recueillir cette parole au tout début aussi, avant un peu que la critique s'en empare en fait. Et je voudrais du coup à ce sujet citer une revue qui s'appelle Collection, qui est une revue sur le dessin aussi, constituée d'entretiens. Alors c'est une revue apériodique, je crois qu'il y a eu 5 numéros, le premier numéro est sorti en 2010, donc ils prennent leur temps à chaque fois, entre chaque numéro, mais c'est passionnant parce que ça n'est que des entretiens et c'est une approche très large du dessin, pas seulement contemporain, mais aussi l'illustration, la BD, le dessin de presse, des Français, des étrangers, toutes les générations. Et Collection a été présent il y a longtemps, mais à quelques éditions de Drawing Now. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, merci, Nissa? Tu as perdu le fil. En tout cas, merci beaucoup à tous quatre que vous êtes prêtés au jeu de cette table ronde et à ce principe de l'entretien que nous chérissons tous. Peut-être que la salle a des questions à poser. C'est donc à vous de jouer. Une main là-bas se lève, deux presque, mais c'est le même. On vous écoute. J'ai une question, et peut-être chacun juste une réponse rapide, parce que sinon la question est compliquée. Peut-être. Est-ce qu'il y a un regret sur le développement du dessin contemporain des 15 dernières années et une joie? Simplement une chose où vous dites « Ah, c'est un peu dommage qu'on ait perdu ça en route », et une chose dont vous dites « On est heureux que ça soit arrivé dans le dessin contemporain ». Allez, à vous de jouer. Alors la joie, c'est que ça existe encore, et pour longtemps. Le regret, non, pas de regret.
Johanna. Pas de regret non plus, et une joie que la question de est-ce que c'est légitime ou pas, est-ce que c'est du dessin ou pas, se pose quasiment plus. Émilie. Alors moi, une joie de voir arriver des pratiques non dessinées, enfin de l'aquarelle, des choses matiéristes, des tas de choses comme ça. Moi, ça me réjouit toujours. Peut-être je suis pas une vraie... Et un petit regret. Un petit regret. J'ai pas de regret, mais on en parle beaucoup au comité en ce moment, qui est l'introduction des pratiques, comment on appelle ça, enfin, de BD, de romans graphiques. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que je lis beaucoup, des romans graphiques par exemple. Il y a des maisons d'édition qui font que ça. On est vraiment à beaucoup d'instants très proches de ce qu'on présente. C'est toujours un sujet. Et au fait, on manque aussi de propositions. C'était tout un sujet du dernier comité, d'aller chercher des galeries ou alors des artistes. Il faut faire une exposition sur le roman graphique. En tout cas, des liens, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez exposé. Les liens entre écriture et dessin. Voilà. Rappelez l'étymologie graphène, voilà. Par exemple. Commençons par ce qui fâche, peut-être les regrets. Non, juste peut-être le fait de cloisonner, de dire cet artiste fait du dessin. Pour moi, voilà, c'est une pratique de l'art. Point barre. Joie, je sais pas. Je sais pas. Il ne sait pas. Ouais, comme mes voisins, je suis tout à fait d'accord. Allez, aucun regret et que de la joie. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il vous reste, je ne sais pas, à quelle heure ça ferme, Johanna? Oui. C'est 19. Donc, il doit rester 4h30, 5h30, 2h30, c'est ça, si je calcule vite. 2h30 pour faire encore un tour. Et si j'étais la directrice, faire des achats. Mais prenez du plaisir et de la joie. Merci.